Les parents ont parlé pendant 2 heures du studio de ma sœur et de sa vie de grande fille. Je me suis contenté de continuer à sourire. Puis grand-père m'a demandé, « Où habites-tu maintenant, ma chérie ?» J'ai bu une gorgée de ma boisson et j'ai dit, « Dernier étage, vue sur Central Park. Voisin calme, service de conciergerie. » Ma sœur a failli lâcher son verre. Et ma mère n'a pas dit un mot, elle s'est contentée de me fixer. Chaque famille a un favori. Et dans la mienne, c'était toujours Jenna. Toujours. Peu importait ce que je faisais ou à quel point je travaillais dur. D'une manière ou d'une autre, c'était toujours elle qui faisait la une. Enfant, elle ne se donnait pas la peine de ranger sa chambre. Mais quand elle collait des macaronis sur du papier et appelait cela de l'art, mes parents en pleuraient presque. Pendant ce temps, je rapportais des rubans de concours d'orthographe et des prix de mathématiques comme une horloge. Et le mieux que j'obtenais était, « C'est bien, ma chérie. » Maintenant, voyons ce que Jenna a fait aujourd'hui. À l'adolescence, j'ai arrêté d'essayer de rivaliser. Jenna était la rêveuse, la créative, l'esprit libre. J'étais la réaliste, celle qui réussissait tout, celle qui prenait les choses trop au sérieux. Si elle oubliait mon anniversaire, c'était parce que son esprit était tourné vers des choses plus élevées. Si j'oubliais le sien, c'était un défaut de caractère. Et pourtant, j'ai continué à avancer. Je suis entré dans une bonne université, elle n'y est pas allée. J'ai trouvé un travail, elle a commencé à peindre dans le garage de son petit ami. J'ai été promu, elle a gagné des abonnés sur Instagram. À chaque fête, à chaque dîner de famille, la même dynamique se répétait, Jenna recevait de l'attention, on me demandait d'aider pour la vaisselle. Alors, quand elle a invité tout le monde à voir son premier vrai studio, cette boîte à chaussures ensoleillée dans un quartier à moitié embourgeoisé de Brooklyn, je me suis préparé. Je savais ce qui allait arriver. Nous sommes tous arrivés un dimanche après-midi avec des sacs de collation et des bouteilles de vin bon marché. Jenna nous a accueillis pieds nus, vêtus d'une sorte de robe en lin comme si elle était sur le point de fonder une secte. Mes parents ont été immédiatement enchantés. Elle a fait la visite, planchers écaillés, fenêtres fissurées, meubles d'occasion, et un coin qu'elle a déclaré dramatiquement être sa matrice créative. Ils ont tout gobé. Elle a raconté à quel point le loyer était un effort financier, mais qu'elle se sentait en harmonie ici. Ma mère hochait la tête comme si Jenna venait de citer les Écritures pendant 2 heures d'affilée. Ils ont parlé de son studio, de sa vie de grande fille, de son courage de vivre sans filet de sécurité, et de son authenticité à poursuivre ses rêves. Je suis restée assise là avec ma boisson, souriante. Personne ne m'a demandé comment j'allais, pas même une fois. Et puis grand-père a pris la parole. Il en était à la moitié d'une eau pétillante, presque oubliée dans son coin, quand il s'est tourné vers moi et a demandé, « Où habites-tu maintenant, ma chérie ?» C'était si décontracté, mais la pièce s'est figée. J'ai pris une gorgée, j'ai regardé autour de moi, puis je l'ai dit, dernier étage, vue sur Central Park, voisin calme, service de conciergerie. C'était comme jeter une allumette dans un champ sec. Le verre de Jenna a glissé, elle l'a rattrapé juste à temps. Mon cousin a laissé tomber son biscuit sur le sol. Ma mère me regardait comme si elle attendait une chute. Mais j'ai continué à siroter, car ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que depuis 5 ans, je construisais quelque chose en silence. Pas par dépit, pas vraiment, mais parce que je ne pouvais plus supporter l'idée d'être invisible pour toujours. J'ai investi quand tout le monde vendait par panique. J'ai acheté des propriétés quand mes amis étaient encore locataires. Je n'en parlais pas parce que personne ne demandait jamais, mais maintenant ils voulaient savoir. Soudain, c'est moi qui suscitais la curiosité. Mon père a demandé à quel étage j'étais. Ma tante a demandé si elle pouvait voir des photos. Ma mère n'a pas dit grand-chose, elle est restée très immobile, pensive. Jenna continuait de sourire, mais c'était différent maintenant. Crispé. Ce moment a brisé quelque chose. Pas de manière dramatique, mais comme le bruit d'une micro-fissure dans un mur qui est là depuis toujours. On ne la voit pas encore, mais on sait qu'elle s'étend. Et au fond de moi, je pense que Jenna a réalisé que les règles avaient changé. Mais le plus étrange? Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme. Pour une fois, je n'essayais pas de gagner, j'étais simplement honnête. Et il s'avère que la vérité avait du poids, assez de poids pour faire basculer toute la pièce. Le plus étrange a été la rapidité avec laquelle l'atmosphère a changé après cela. Ce n'était pas bruyant, pas de halètement, pas de confrontation, juste quelque chose de subtil.
La façon dont les gens commençaient à me regarder plus souvent, comme si j'avais soudainement deux têtes, comme s'ils étaient passés devant une statue toute leur vie et qu'un jour, elle avait cligné des yeux. Jenna a essayé de maintenir l'ambiance. Elle a ouvert une autre bouteille, a proposé d'autres biscuits et a commencé à raconter une histoire sur un gars qu'elle avait rencontré lors d'une résidence d'artiste dans le Vermont. Mais plus personne n'écoutait de la même manière. Mon père a demandé 2 fois depuis combien de temps j'habitais dans l'appartement. Ma tante s'est penchée et a chuchoté quelque chose à son mari. Ma mère, elle, n'a plus rien dit pour le reste de la visite. Elle m'observait simplement comme si elle essayait de résoudre un puzzle qui n'était auparavant qu'un livre de coloriage. Nous ne sommes pas restés beaucoup plus longtemps après cela. J'ai remercié Jenna pour le vin, j'ai fait un compliment sur sa dernière peinture, une œuvre bizarre impliquant des horloges fondues et des poupées démembrées, puis j'ai pris congé. Ma mère est sortie avec moi, serrant son manteau contre elle. Elle n'a pas posé de questions sur l'appartement, pas à ce moment-là. Au lieu de cela, elle a dit, « Tu semblais calme aujourd'hui. » J'ai souri et répondu, « J'écoutais simplement. » Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert une bouteille de rouge que je gardais sans raison particulière. Je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville clignoter comme si elles avaient quelque chose à dire, et j'ai attendu. Cela a pris moins de 24 heures. D'abord, ce fut Jenna. Elle a envoyé un SMS, « Tu as vraiment attendu ton moment, hein ?» Je l'ai fixé pendant un long moment. Ce n'était pas méchant, mais ce n'était pas gentil non plus. C'était une de ces choses qu'elle disait quand nous étions adolescentes. Quand j'obtenais une meilleure note ou que quelqu'un complimentait ma tenue, c'était un commentaire détourné assez tranchant pour piquer, assez léger pour être excusé. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère, j'en avais juste fini. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle a commencé par des banalités, « Comment se passe le travail ? Quel temps fait-il ? Je devrais passer plus souvent. » Puis elle y est venue. Elle a demandé si j'avais acheté l'appartement. J'ai dit oui. Il y a eu ce court silence, puis elle a demandé combien il avait coûté. Je lui ai dit aussi. Je n'ai pas arrondi à la baisse. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit quelque chose comme, « Eh bien, je suppose que tu as bien réussi. » Pas d'enthousiasme, pas de curiosité, juste cette reconnaissance plate comme si elle remettait un ruban de participation. Mais vint ensuite la vraie raison de l'appel. Son amie Lisa, celle qui vendait de l'immobilier à temps partiel et publiait des citations inspirantes sur Facebook, envisageait d'acheter une maison en briques pour la rénover et la revendre. Peut-être pourrais-tu lui parler, lui donner quelques conseils, tu sais, puisque tu t'en sors si bien. J'ai accepté par habitude. Puis ça a commencé. Mon oncle m'a envoyé un message de nulle part pour me demander si je pensais que l'action Tesla allait rebondir. Je ne lui avais pas parlé depuis la remise de mon diplôme universitaire. Mon cousin m'a envoyé un Google Doc avec un plan d'affaires pour un espace de coworking acceptant les chiens. Ma mère a envoyé un autre SMS demandant s'il était difficile de créer une SARL, suivi de « Ton père et moi pensions louer le garage sur Airbnb. Qu'en penses-tu » Même Jenna a commencé à changer de ton. Elle n'a plus mentionné l'appartement, mais elle a commencé à m'envoyer ces messages étrangement philosophiques. Des choses comme « L'argent ne fait pas le bonheur, tu sais », ou « Le succès est différent pour chacun ». Une fois, elle m'a envoyé une photo floue de la fenêtre de son studio avec la légende « La vraie richesse, c'est la lumière du soleil et le temps ». Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Que étais-je censé dire ? Ce n'était pas une question d'argent. Pas vraiment. C'était la facilité avec laquelle les gens redistribuaient les cartes dès qu'ils pensaient que j'avais quelque chose qu'ils pouvaient utiliser. Je n'avais pas demandé toute cette attention. Je n'avais rien étalé. J'avais juste répondu à une question, mais c'était suffisant. Et aussi flatteur que cela puisse paraître au début de les voir soudainement intéressés, curieux, même un peu envieux, je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme si j'avais été promu d'invisible à ressources. Un instant, j'étais la fille pratique et oubliable. L'instant d'après, j'étais la consultante familiale. Ce n'était pas du respect. Pas totalement. C'était autre chose. Et une partie de moi savait déjà que ce changement n'était pas terminé. Loin de là. Le véritable changement ne faisait que commencer. Je ne sais pas exactement quand la curiosité s'est transformée en sentiment que tout leur était dû. C'était peut-être graduel. C'était peut-être inévitable dès l'instant où ils ont réalisé que je n'étais pas la version d'Edna qu'ils gardaient enfermée dans une boîte depuis des années.
Les questions sont venues en premier, SMS, email, quelques appels innocents. Ils voulaient savoir comment j'avais commencé, quelles applications j'utilisais pour investir, quelles actions étaient prometteuses en ce moment. Certains présentaient cela comme s'ils étaient simplement intéressés par l'apprentissage. D'autres passaient directement à « qu'est-ce que je devrais acheter ?» J'ai répondu au début un peu. Rien en détail. Je pensais que si je leur en donnais juste assez, cela les satisferait. J'avais tort. Dès qu'ils ont senti que je savais peut-être quelque chose qu'ils ignoraient, cela s'est transformé en une sorte de désespoir non pas pour comprendre, mais pour rattraper le retard. Puis ils ont commencé à se présenter. Cela a commencé par mes parents. Ils étaient censés venir en ville pour le rendez-vous chez le cardiologue de mon père. Mais au milieu du déjeuner, ma mère a regardé son téléphone et a dit « Nous avons le temps. Peut-être pourrions-nous passer par chez toi ?» J'ai hésité, puis j'ai dit « Bien sûr. » Quand ils sont arrivés, ma mère est entrée comme un agent immobilier. Elle n'admirait pas, elle évaluait. Elle a passé sa main sur le comptoir en marbre, a testé la pression de l'eau dans la salle de bain des invités et a demandé si les planchers étaient d'origine. Mon père se tenait près de la fenêtre en silence, puis a demandé à quel prix l'appartement du dessous s'était vendu. Puis ma mère l'a dit, très naturellement, nous avons pensé à prendre un petit pied-à-terre en ville. Rien de luxueux, juste une chambre. Peut-être pourrais-tu nous aider à trouver quelque chose. J'ai dit que j'étais occupé, mais que j'avais des amis dans l'immobilier, je pouvais les mettre en contact. Ce n'est pas suffisant. C'est toi l'experte, a-t-elle dit. Tu as clairement compris comment ça marche. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de suivi, puis un autre le lendemain, les deux avec des liens vers des annonces. Les deux demandant si je pouvais jeter un coup d'œil rapide. 2 jours plus tard, Jenna s'est présentée. Sans prévenir, sans SMS, elle a simplement sonné à la porte à 15 h un jeudi. J'ai ouvert la porte et elle se tenait là, avec des lunettes de soleil surdimensionnées et un chignon désordonné, tenant un café glacé tiède comme si elle arrivait pour une séance photo. Elle m'a regardé de haut en bas et a dit « Alors, c'est ça ?» J'ai dit « Salut » et je l'ai laissée entrer. Elle se déplaçait lentement dans l'appartement, sans beaucoup parler. Elle jetait un coup d'œil dans chaque pièce comme si elle essayait de s'y imaginer. Elle est restée sur le balcon pendant 10 minutes sans parler. Puis elle s'est retournée et a dit « Ce n'est pas ce que j'imaginais. C'est plus adulte. » Je me suis contenté de hocher la tête. Elle a demandé si j'avais une chambre d'amis. J'ai dit « Non. » J'en avais une, mais je ne la proposais pas. Elle n'a pas insisté. Avant de partir, elle s'est arrêtée près de la porte d'entrée et a dit « C'est juste bizarre, tu sais, de te voir vivre ici. » J'ai toujours pensé que ce serait moi qui serais dans un endroit comme celui-ci. Je n'ai rien dit car qu'y avait-il à dire? Une semaine après cela, mon cousin a envoyé un SMS. Il était entre deux baux et avait besoin d'un endroit où crêcher pendant quelques semaines, juste le temps d'organiser ses affaires. Il a promis qu'il ne poserait aucun problème. J'ai dit non. Il a renvoyé un pouce levé et n'a plus jamais envoyé de message. Puis sont revenus les messages de ma mère. Cette fois, elle voulait savoir si je pouvais co-signer un prêt. C'est juste une petite chose, a-t-elle dit. Nous essayons d'aider Jenna à obtenir un espace plus permanent pour son studio. Elle prend vraiment ça au sérieux cette fois. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'avais pas entendu une seule question sur comment j'allais, sur quoi je travaillais, avec qui je sortais, ou si j'étais heureuse. Il ne voulait pas de moi. Il voulait ma stabilité. Les mêmes personnes qui souriaient poliment quand je parlais de mon travail agissaient maintenant comme si j'étais leur ligne de secours financière personnelle. La même sœur qui me disait autrefois que ma vie était ennuyeuse voulait maintenant que je finance la sienne. Et je n'avais aucune idée de jusqu'où cela irait. Mais j'avais le sentiment que j'allais bientôt le découvrir. À la 2e semaine du mois, j'ai réalisé que je ne répondais plus aux appels. Je voyais le nom s'afficher sur l'écran maman, Jenna, oncle Steve, parfois un cousin dont je n'avais pas entendu parler depuis 3 ans et je laissais sonner. Je n'étais pas mesquine. J'étais épuisé. Chaque conversation revenait à une seule chose, une demande. Certaines voilées, d'autres non, et toujours trempées dans la familiarité, comme si, parce que nous étions du même sang, je leur devais quelque chose. J'aimerais pouvoir dire que tout est arrivé d'un coup, comme une inondation. Mais ce ne fut pas le cas. C'était plus insidieux. Le premier versement fut de $300 pour Jenna.
Elle n'a pas appelé cela un prêt, elle a juste dit qu'elle était à court ce mois-ci et qu'elle avait besoin d'aide pour payer son internet et ses courses. Je les ai envoyés sans hésitation. Elle m'a remercié avec un emoji tournesol. Puis ce fut ma mère, 700 $ pour des réparations de voiture. Ton père ne voulait pas que je te demande, a-t-elle dit, mais nous essayons de garder la tête hors de l'eau. Ensuite, l'oncle Steve a appelé pour une opportunité d'affaires. Il n'a pas dit de quel genre, il a juste dit, tu es intelligente, Edna. Je sais que tu as un petit surplus avec lequel t'amuser. Le tableur sur mon ordinateur a commencé par habitude. Colonne A, non. Colonne B, montant. Colonne C, date. Colonne D, s'ils avaient dit merci. La plupart ne l'avaient pas fait. À la fin du mois, j'avais envoyé 15 200 $. Et cela n'incluait pas les choses pour lesquelles j'avais aidé sans les noter, comme payer le compte Lyft d'un cousin pendant une semaine parce qu'il disait que son application buguait, ou acheter une nouvelle chaise de bureau à Jenna parce qu'elle se plaignait de son dos. Je me disais que je pouvais me le permettre. Et c'était vrai. Mais ce n'était pas la question. Le point était qu'aucun d'entre eux ne s'était soucié de ma réussite jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle pouvait leur servir. Et maintenant, ils voulaient un accès non pas à moi, mais à ce que j'avais. J'ai essayé de l'ignorer, j'ai essayé de rester calme, jusqu'à ce que Jenna laisse un mot sous ma porte. C'était écrit sur une page arrachée d'un carnet de croquis, une marguerite pressée collée en haut comme si j'étais censé l'accrocher sur mon frigo. Elle disait qu'elle était passée par là pour une visite de galerie et qu'elle voulait simplement ressentir l'énergie de mon espace. Je n'étais pas à la maison. Elle était quand même entrée dans l'immeuble, elle connaissait toujours le code de l'année dernière. Le mot commençait légèrement avec quelques lignes sur sa fierté envers moi. Puis, à mi-chemin, elle a bifurqué. Elle a dit qu'elle était en retard sur son loyer, que son propriétaire menaçait de réévaluer le bail. Elle a dit que 5 000 $ stabiliserait tout et lui permettrait de créer véritablement sans crainte. Elle n'a pas dit qu'elle me rembourserait. Elle n'a pas demandé si c'était d'accord. Elle a simplement supposé que je le ferais. La partie qui m'a touché et je ne l'oublierai jamais était la dernière ligne, tu t'en sors si bien maintenant. Tu ne le sentiras même pas passer. Je suis resté assise là, le papier à la main, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ni de la colère, ni de la tristesse, quelque chose de plus froid. J'ai mis le mot dans le tiroir et je n'ai pas répondu. Ce week-end-là, ma mère a rappelé. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit au but. Elle avait entendu dire que Jenna était passée et espérait que je pourrais l'aider juste cette fois. Je lui ai dit que j'avais déjà aidé de nombreuses fois. Elle n'en a pas tenu compte, se contentant de dire, eh bien, ce n'est pas comme si tu étais en difficulté. J'ai dit, j'ai déjà donné plus de 15 000 $ à cette famille au cours du mois dernier. Elle a marqué une pause d'1 seconde seulement. Puis elle a dit, mais tu peux te le permettre, n'est-ce pas? Et voilà. C'était le moment où j'ai su. Je n'étais plus la fille, j'étais le portefeuille. Elle n'a pas demandé si j'étais seul, ou si le travail était stressant, ou si je me réveillais toujours à 2 heures du matin avec de l'anxiété, me demandant si je ne m'étais pas trop engagé financièrement dans la deuxième propriété que je rénovais. Elle n'a pas posé de questions sur les longues heures, la pression, ou le fait que je n'avais pas pris de vacances depuis 4 ans. Je réussissais, et cela signifiait que je leur devais quelque chose. Alors j'ai arrêté de décrocher. J'ai éteint mon téléphone ce week-end-là. Je n'ai pas consulté mes emails. Je suis resté chez moi, assise sur mon balcon, et j'ai bu du thé pendant que Central Park scintillait sous un ciel gris. Et c'est là que la vraie surprise est arrivée. Dimanche matin, juste au moment où je rangeais le petit déjeuner, j'ai reçu un appel de mon patron. Il n'appelle jamais le week-end. Jamais. Il a dit, je viens de recevoir un message bizarre sur LinkedIn. Je me suis dit que j'allais te prévenir. C'était de ma mère. Elle lui avait envoyé un message directement, s'était présentée, lui avait dit qu'elle était la mère de Jenna, pas ma mère, et que Jenna était un esprit créatif remarquable cherchant une opportunité de transition vers le bien-être en entreprise ou l'image de marque. Elle disait que Jenna pouvait être consultante pour l'entreprise, donner des conférences, même aider avec la culture d'entreprise. Elle mentionnait également que j'avais personnellement dit que Jenna était prête pour l'étape suivante. J'ai failli lâcher mon café. Je n'avais jamais, pas une seule fois, dit quoi que ce soit qui s'en rapproche. Mon patron a été poli à ce sujet, disant qu'il savait que cela ne venait pas de moi, il voulait juste que je sois au courant. Je l'ai remercié,
Je me suis excusé et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans ma cuisine et j'ai fixé le comptoir pendant un long moment. Ce n'était pas une question de soutien. Ce n'était pas une question de famille. Il m'utilisait pas seulement pour l'argent, mais pour l'accès, pour les relations, pour tout ce qu'il pouvait presser. Et si je ne les arrêtais pas, ils n'allaient pas s'arrêter d'eux-mêmes. C'est ce matin-là que j'ai commencé à écrire une lettre. Pas pour eux, mais pour moi-même un rappel qu'ils ne peuvent plus rien prendre. Pas sans que je dise oui. Ce n'est pas un moment unique qui m'a brisé. C'est l'accumulation, les demandes constantes, les suppositions aveugles, le silence qui suivait chaque fois que je disais non. J'ai gardé cette lettre scotchée à côté de mon miroir comme une armure, et chaque fois que je la lisais, il devenait un peu plus facile de tenir bon. Dire non me faisait me sentir coupable auparavant. Maintenant, cela me faisait me sentir saine d'esprit. Puis Jenna a rappelé. C'était un mercredi en milieu d'après-midi. J'étais entre deux réunions, mangeant une barre de céréales au-dessus de mon clavier quand son nom est apparu. Je l'ai fixé, j'ai envisagé de l'ignorer, puis j'ai décroché. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore qu'elle me prouve que j'avais tort, qu'elle appelle juste pour dire « Et, comment ça va ?» Bien sûr, elle ne l'a pas fait. Elle s'est lancée immédiatement. Elle avait trouvé un nouveau studio plus grand, plus lumineux, de haut plafond, un puits de lumière. Elle l'appelait « sacré ». Disait que cela changerait tout pour son art. Et elle avait besoin de $8 000 rapidement avant que quelqu'un d'autre ne signe le bail. Elle a promis que c'était la dernière fois. Elle a dit qu'elle me rembourserait d'ici l'été. Je lui ai dit non. Juste ça. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a raccroché. 4 jours plus tard, j'ai vu sa publication en story sur Instagram. Un gros plan de son visage, les yeux larmoyants, avec pour légende, certaines personnes choisissent le confort plutôt que la compassion. Ce n'est pas la vie que je veux. Quelques cousins ont commenté. Quelques-uns ont aimé. L'un d'eux l'a repartagé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce que je n'attendais pas, c'est l'email qui est arrivé 2 jours plus tard de mes parents. Objet, opportunité familiale passionnante. Je l'ai ouvert et j'ai eu le ventre noué. C'était un PDF de 3 pages, formaté comme une présentation commerciale. Ils avaient trouvé une ferme dans les Catskills. Une maison à rénover. Des photos de peinture écaillée et de végétation sauvage. Mon père souriant maladroitement devant une clôture cassée. Ma mère assise sur une balancelle de Porsche rouillée, tenant une tasse comme dans une publicité. Ils voulaient en faire une retraite Airbnb familiale. Le plan était que je sois l'investisseur principal. Ils s'occuperaient de l'exploitation. Un projet d'héritage. Ils appelaient cela quelque chose pour les générations futures. Coût estimé, $180 000 pour l'achat et la rénovation. Délai, 6 à 9 mois. Rendement potentiel, incroyable. Je l'ai lu 3 fois. Il n'était nullement mentionné comment il me rembourserait. Aucune demande de rendez-vous ou de conversation. Juste la supposition que je dirais oui, que je financerais le rêve. Après avoir financé celui de Jenna, aidé pour les factures et soutenu discrètement une douzaine de parents pendant des semaines, j'ai fermé l'email et je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis a laissé un message vocal. Edna, nous savons que tu as été débordée. Nous ne voulions pas te mettre la pression, mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment changer nos vies. Nous avons tellement fait pour toi au fil des ans. C'est ta chance de donner en retour. Donner en retour, comme si je ne l'avais pas déjà fait. J'ai pensé aux années que j'avais passées à être le personnage de second plan dans ma propre famille, la personne fiable, la personne raisonnable, l'invisible. Et maintenant que je n'étais plus invisible, il ne voulait pas de moi. Il voulait ce que je pouvais fournir. Je l'ai rappelé le lendemain matin. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'aimais papa, que j'aimais Jenna malgré tout, mais que je n'investissais pas dans la ferme. Je ne payais le loyer de personne d'autre. Je ne co-signais pas de prêt, je ne faisais pas de virement d'argent et je ne prétendais pas que cette dynamique était normale. J'ai dit, j'ai besoin d'arrêter d'être le plan financier. Elle s'est tue. J'ai attendu. Puis elle l'a dit, d'une voix douce mais claire, alors, tu choisis l'argent plutôt que la famille. J'ai dit, non, je choisis la paix. Elle a raccroché et c'était tout. Le silence qui a suivi n'était pas dramatique. Il était froid, contrôlé.
Jenna a cessé toute publication pendant quelques jours. Mes cousins se sont tus. La discussion de groupe s'est tarie. J'ai commencé à me demander si j'avais été totalement coupé, si j'avais fait trop de dégâts en m'affirmant. Puis, exactement une semaine plus tard, j'ai reçu une carte par la poste. Une enveloppe simple, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un mot, écrit à la main, « Tu as changé, mais peut-être que nous avions besoin que tu le fasses. » Ce n'était pas signé, mais je savais de qui ça venait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie sereine. Ni heureuse, ni triste, juste sereine. Et c'était suffisant. C'est étrange de voir à quel point le bruit s'est estompé une fois que j'ai arrêté de réagir. Pas seulement les messages ou les appels, ceux-là ont cessé en quelques jours, mais le ton de tout a changé. Il n'y a pas eu de grandes excuses, pas de messages vocaux larmoyants, juste le silence, puis lentement un retour discret. Jenna fut la première. Cela faisait presque 3 semaines depuis la demande pour le studio et, de nulle part, elle a envoyé un SMS. Pas d'émoji, pas de pic sarcastique, juste un message qui disait « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'imposer ça. » Il y avait quelque chose de différent. Cela ne semblait pas calculé. Cela semblait fatigué, honnête. Alors, j'ai répondu « Merci. Je te pardonne. » Et je le pensais vraiment, car à ce stade, je n'étais plus en colère. Je n'avais pas envie de compter les points. Je voulais juste ma paix. Et si les gens pouvaient exister dans ma vie sans la vider, j'y étais ouverte. Elle a demandé si nous pouvions nous voir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas parler d'argent, qu'elle voulait juste parler. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans ce minuscule café niché dans une rue latérale du centre-ville, le genre d'endroit qui utilisait encore des tasses en céramique et diffusait du jazz instrumental trop doucement pour être reconnu. Elle était déjà là quand je suis entré, sirotant son thé et regardant par la fenêtre comme si elle n'avait plus rien à prouver. Quand je me suis assise, elle a souri. Pas un sourire de façade, juste quelque chose de petit et de réel. Nous avons parlé de petites choses, le travail, l'art, un livre qu'elle avait lu, un voyage que je voulais faire. Pas de drame, pas d'analyse profonde de ce qui s'était passé. C'était comme si nous savions toutes les deux que nous n'avions pas besoin de déballer tout cela, c'était déjà arrivé. C'était suffisant de se retrouver là, au calme. Avant de partir, elle m'a regardé et a dit, « Je vais essayer de faire les choses différemment maintenant, par moi-même. » Elle n'a rien promis. Elle n'a pas dit qu'elle me rembourserait. J'ai hoché la tête. C'était tout ce que j'avais jamais voulu. Nous nous sommes serrés dans les bras pas longtemps, mais assez longtemps. La semaine suivante, ma mère a envoyé une carte d'anniversaire. Pas de liste, pas de culpabilité tissée dans des mots soigneusement choisis, juste un court message, « Joyeux anniversaire, Edna. Nous sommes fiers de toi. Affectueusement, maman et papa. » Je l'ai fixé plus longtemps que prévu. Je l'ai replié dans l'enveloppe, je l'ai mise dans un tiroir. Je n'avais pas besoin de répondre tout de suite. Peut-être que je le ferais, peut-être pas. Et c'était la première fois depuis des années que je ne ressentais aucune pression d'un côté ou de l'autre. La discussion de groupe est restée plutôt calme après cela. Pas de nouveaux plans, pas d'opportunités d'investissement, pas de commentaires voilés sur qui faisait quoi de sa vie. Ma tante a envoyé une photo de son nouveau chiot. Mon cousin a publié un mème. Cela ressemblait à un bruit de fond ordinaire, et c'était très bien ainsi. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai passé des week-ends entiers sans toucher à mon téléphone. Je me suis réinscrite à ma salle de sport, j'ai acheté de nouveaux draps et je me suis inscrite à un cours de poterie que je gardais dans mes favoris depuis des années mais que je n'avais jamais osé commencer parce que j'étais toujours trop fatigué ou trop disponible. Un soir, assise sur mon balcon avec une tasse de thé, j'ai ressorti la lettre celle que je m'étais écrite. Elle était froissée maintenant, les coins cornés, l'encre légèrement passée. Je ne l'avais pas lue depuis un moment, mais je me souvenais encore de la dernière ligne, « Ils ne me prendront pas ce que j'ai gagné en silence. » Et j'ai réalisé quelque chose, je n'en avais plus besoin. Alors je l'ai décrochée non pas parce qu'elle n'était plus vraie, mais parce qu'elle avait déjà rempli sa mission. Ils savent maintenant. Ils savent ce que j'ai construit, ce que je possède, ce que je protège. Et plus important encore, ils savent que la version d'Edna qui se taisait, maintenait la paix et ne demandait jamais rien, celle-là a disparu. À sa place se trouve quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Pas de l'attention, pas de l'approbation, de la tranquillité, du contrôle, des limites. Ils peuvent m'aimer ou non,
me rendre visite ou non, m'inviter ou non. Ce n'est plus à propos d'eux. Et c'est peut-être la plus grande réussite que j'ai jamais eue.